Xavier Fontanet, vous avez été longtemps le président, directeur général d'Essilor. Et vous démentez ce que Sébastien Bazin disait tout à l'heure, avec justesse néanmoins. Il disait au fond, dans le monde des entrepreneurs français, il y a eu la génération héroïque des 65-80 ans, qui a eu plutôt tendance à étouffer la génération suivante et, à force de les scruter, de les critiquer, à empêcher des réussites aussi exemplaires que celles d'Accor ou d'autres. Eh bien, vous êtes le démenti absolu, pardon Sébastien, de cette affirmation. Là, vous êtes trop sympa pour moi. Ah ben si, quand même. Alors, Essilor, c'est quoi? C'est... Attendez que je relise mes notes. C'est 3 fois la valorisation de Peugeot, aujourd'hui, 5 fois celle de Lagardère, peut-être 6, au train où vont les choses, hélas. Et Essilor, les 20 dernières années, ce sont véritablement les 20 glorieuses, c'est-à-dire que c'est un groupe qui s'est formidablement développé. Alors, en lisant votre livre, qui s'intitule « Si on faisait confiance aux entrepreneurs », je signale d'ailleurs aux amateurs que vous avez un blog que j'ai été consulté et qui porte ce titre. Ce livre, soit dit en passant, je crois, est traduit en mandarin, donc c'est dire si l'impact est mondial. J'ai envie d'orienter notre conversation autour d'un certain nombre de mots-clés qui, je crois, correspondent au message que vous voulez faire passer. Et le premier mot qui nous fait du bien, c'est l'optimisme. Je crois que vous êtes un formidable optimiste. Oui, alors, bon, effectivement, optimiste, bien sûr, je crois qu'on n'en prendrait pas sans optimisme. Je pense que le rôle d'un chef, d'un responsable d'entreprise, c'est optimiste. Il faut être aussi réaliste, si vous voulez, parce qu'on se tape sur la réalité. Hein. Donc, je pense que le mot d'optimiste, je ne l'ai pas trop écrit dans le livre. Hein. On a, en fait, donc, on a vécu, en fait, une aventure absolument extraordinaire. On s'en est même pas rendu compte, vous voyez. Moi, je m'en suis pas rendu compte parce que c'était une aventure de conquête. Ce qui a été formidable et qui, à mon avis, très intéressant pour les Français, c'est qu'Essilor s'est fait avec des gens normaux, on dirait même la France moyenne. Ce sont des gazards, il y a beaucoup de techniciens de génie, mais qui n'ont pas fait de très grandes écoles. Ils ont fait en général les arts et métiers. Il y a des commerçants, c'est des provinciaux. C'est pas du tout une boîte parisienne, hein, ces gens de la Meuse et Jura. Et en fait, les Français normaux, ils étaient quand même animés d'une volonté de conquête. Il y a eu vraiment la volonté de conquérir le monde. Alors ça, je ne sais pas où c'est parti, mais la volonté est leader mondial. J'ai connu, moi, l'entreprise il y a 40 ans, en fait, comme consultant, à un moment de la fusion. Et c'était une fusion entre une coopérative ouvrière, donc c'était des Proudhoniens qui avaient montré qu'on pouvait être communiste et faire du business. Hein, donc, et c'était marié avec une entreprise. Vous expliquez ça à Mélenchon? Alors, ben oui, mais non, c'est pas un Proudhonien, Mélenchon, mais effectivement. Non, mais on parle pas politique. Non, mais bon, bien sûr. Moi, je préfère, si vous voulez, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à pousser l'action salariée en Chine. Hein. En Chine, c'est là. Donc, on a eu ce mariage avec une autre entreprise qui était complètement opposée, qui était un capitaliste, c'était Monsieur Lissac, qui possédait les magasins Lissac, et qui a vendu une affaire qui s'appelle Silor, qui faisait des verres en plastique. Et en fait, ça a été la fusion en 1973 de ces deux sociétés qui avaient un leadership mondial chacune. Essel avait inventé le progressif, qui était M. Betnaz, le président d'Essel, et Silor. Et les deux sociétés, c'est deux petites sociétés qui se sont fusionnées et qui, pendant 40 ans, on a connu une très forte croissance. On a connu à peu près 12% par an sans arrêter. Donc ça fait que sur 40 ans, on a multiplié l'entreprise par à peu près 200, mais en croissance organique. On n'a pas de dette, on paye des bons dividendes et on a tout fait ça tout seul, sans être aidé. Et en fait, on a vécu en dehors du monde. Moi, je connais en fait relativement mal la France. Je la découvre depuis 2 ans parce que j'étais à des rythmes de 500 à 750 000 km par an. Et on a pris le monde. Et aujourd'hui, on a très confiance dans le futur. Alors, le vrai sujet, c'est confiance. C'est oui, pas optimisme. Voilà, ça c'était mon deuxième Le vrai mot-clé, thème, c'est la confiance. On a confiance dans le futur parce que l'entreprise aujourd'hui est leader en Chine, leader en Inde, leader au Brésil. Et je discutais avec mon successeur à qui j'ai passé les commandes il y a donc 2 mois. Je pense que dans 20-25 ans, l'entreprise sera, à mon avis, 4 fois plus grosse, 5 fois plus grosse, et elle sera un tiers Inde, un tiers Chine, un tiers Occident. Je pense que la Chine et l'Inde, c'est tellement important qu'à 20-25 ans, on aura un tiers en Chine, un tiers en Inde, un tiers en Occident. Les différences entre France et Amérique sont toutes petites par rapport aux différences qui existent entre la Chine et l'Inde et l'Occident. Voilà. Donc, on y voit, l'aventure va continuer.
Un autre mot-clé, c'est concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, pour conquérir le monde, il faut aimer la oser concurrence. et Alors, aimer affronter la concurrence. Je ne sais pas combien d'entre vous avez lu le livre, parce qu'il y a la pas France... assez, mais... Non, non, bon, alors attendez, la France n'aime pas la concurrence, on a toujours dit que la concurrence c'est la loi du plus fort. Et alors je vais vous raconter une petite histoire, parce que moi je préfère raconter des histoires, je marche comme ça. En fait, j'ai été appelé par... Alors on a 3 concurrents, hein, il y a Essilor, un japonais qui s'appelle Oya, que vous ne connaissez probablement pas, mais qui est une des plus belles sociétés japonaises. Oya fait des composants pour ordinateurs et c'est le leader mondial de toutes les lentilles d'appareils de photo comme les vôtres. Vous voyez, c'est eux qui les produisent. Nikon ne fait pas ses lentilles, ils les achètent à Oya. C'est une magnifique boîte d'une 50aine de milliers de personnes. C'est une des plus belles boîtes japonaises. Et puis le 3e concurrent, c'est Zeiss. Tout le monde connaît Zeiss, le grand allemand. Donc en fait, ça a été une guerre à 3 concurrents. Et un jour, en 2005, le grand patron d'Oya, il s'appelait Sato, il m'appelle, il dit Fontanet, je veux vous voir. Bon. Alors c'est quelqu'un que je n'avais jamais vu. On était nommés au même moment. On a été nommés en 90. DG, à l'époque j'étais DG d'Essilor, nommé lui aussi DG d'Oya Vision Care. Et il me dit Fontanet, je veux vous voir. Alors c'était en 2005. Alors ceux qui connaissent bien Essilor savent qu'en 2000, on a fait un joint venture avec Nikon. Donc les verres ophtalmiques Nikon, c'était Essilor. On s'était alliés, qui était le très très grand concurrent de Oya au Japon. Et ça avait été pour lui un truc terrible parce qu'on s'était allié avec le numéro 2 du Japon. Et donc on était un petit peu le renard dans le poulailler. Et alors, il me dit Fontanet, je veux vous voir. Alors je me dis, ça y est. Il m'annonce qu'il a acheté Zeiss. Et donc, catastrophe, c'est-à-dire que d'un seul coup, il rattrape toute l'avance qu'on avait prise. Alors, je vais au Japon. Bon, j'avais les bords Nikon Essilor et je vais dans un restaurant avec lui, accompagné de mon patron Asie, parce que quand on se rencontre entre présidents, il ne faut jamais être seul. On s'assoit, il commence à parler, et il me dit, Fontanet, je vais vous dire un truc que j'ai raconté à personne. Alors, j'ai dit, ça y est, je me prends la douille. Il me dit, je pars en retraite. Alors là, je suis soulagé, je sais qu'il n'avait pas acheté Oya. Vous faites youpi. Alors, je fais youpi. Et alors, à ce moment-là, il me dit, écoutez, je voulais vous dire qu'en fait, on ne s'est jamais vu, ce qui était vrai, mais je vous connais, puisque depuis 15 ans, hein, ça fait 15 ans, 90-2005, je vous suis à la trace, je sais à peu près où vous êtes tous les jours. Parce que les commerçants me disent où je suis. Et moi, d'ailleurs, je savais très bien où il était tous les jours. Et évidemment, je fais beaucoup de commerce, et donc j'aime bien voir les gros clients, donc il était prévenu que Fontanet arrivait, etc. Bon. Et alors, je voulais vous dire que depuis 15 ans, tous les matins, je me lève en disant, je casse Fontanet et je tue Essilor, ou je tue Essilor et je casse Fontanet. Et Fontanet, je veux vous dire, je vous respecte, je me sens plus proche de vous que la plupart de mes amis, même japonais. Et donc, alors, j'étais pratiquement en larmes. Mon copain chéri à côté, comme je l'aurais embrassé, mais comme dans un restaurant, je ne pouvais pas. Alors je laisse passer une minute. Oui. Bien sûr. Alors je laisse passer une minute et je lui dis, Sato, je vais vous dire un truc que j'ai dit à personne. Sans vous, on n'aurait pas fait Essilor. Parce que sans vous, sans la guerre quotidienne, alors si je vous décris, on passe une journée, le jeu d'échecs qu'on a joué et qui continue, vous seriez, c'est beaucoup mieux qu'un jeu de Monopoly, c'était vraiment la guerre totale et mondiale. Et en fait, je vous dis, c'est grâce à vous qu'on a monté Essilor. Essilor est une boîte qui est très créative et très désobéissante. La seule façon de mettre Essilor sur un axe, c'est de dire, les gars, faites gaffe, Oya va là. Et là, d'un seul coup, tout Essilor est comme un seul homme ou une seule femme, et ça avance. Et donc, en fait, c'est grâce à eux. Et si vous voulez, en fait, ils nous ont amené toutes les technologies de finesse, de verre, de légèreté. On les doit aux Japonais, et évidemment, et appris. Ils ont appris les techniques des progressifs en nous copiant. Et en fait, si les verres ophtalmiques se sont tellement améliorés depuis 20 ans, c'est parce que, de même que Federer et Nadal se font des bourres absolument terribles, de même Essilor et Oya se sont battus. Et donc la concurrence, ça fait grandir. Et donc je raconte cette histoire parce qu'on n'aime pas la concurrence, alors que la concurrence, finalement, quand on accepte de la jouer, elle fait grandir. Et le truc très fort que je dis, c'est que les Français sont très doués. Les boîtes françaises marchent très très bien à l'étranger. Alors merci Aude de nous faire parler parce qu'on ne parle pas de ce qui marche bien. Hein. Et c'est très dur de parler de ce qui va bien parce qu'on dit qu'on est crâneur. Et c'est très dur de faire ça dans une période difficile. Hein. Donc merci de nous donner la parole. Et je pense que c'est un des éléments, sans aucune arrogance, dire qu'il y a quand même des trucs qui marchent. Voilà. Et que les Français se débrouillent comme des dieux. Hein. Les Français sont très très doués. Je vous expliquerai en quoi un Français est bon. Comment il faut se débrouiller. Alors, on va y venir. Parce qu'un autre mot-clé dans votre livre et dans votre parcours, c'est l'aventure. C'est-à-dire qu'en fait, il faut oser aussi l'aventure. Oui, et là, les Français peuvent être bons
Ben, bien sûr. À partir du moment où ils sortent Alors, le français, si vous voulez, Napoléon milieu. disait, bien sûr, le français, il a un énorme défaut, c'est qu'il est très désobéissant. Il y a beaucoup de défauts. C'est un français jaloux, on en parlera, c'est un mystère, il est assez jaloux. On peut facilement rendre un jaloux français. Mais par contre, le français, quand on lui donne des très grandes perspectives, est exceptionnel. D'ailleurs, Napoléon disait très bien, le français, ce n'est pas un soldat comme les autres. Il avait commandé évidemment tous les peuples, notamment si vous commandez un Allemand ou un Japonais, ils sont très proches des Allemands et des Japonais, c'est des gens extrêmement disciplinés. Et donc, il faut donner des plans avec des exécutions précises, et ils exécutent exceptionnellement bien. Et un Japonais ou un Allemand, d'ailleurs, quand vous faites le plan, il va vous dire « Fontanet, c'est pas assez précis », et il vous aide à travailler l'exécution du plan. Le français, c'est pas pareil. Le français, les grognards disaient à Napoléon « Écoutez, l'empereur, tu nous racontes le plan de la bataille. Et nous, on saura se débrouiller. Une fois que tu auras expliqué, on saura faire tout seul. Mais ne nous dis pas dans le détail ce qu'on fait. » Donc le français, il se manage par l'inspiration. Et donc, le français, il faut lui donner des dimensions épiques. Et je crois qu'un élément très important, quand on embauche un jeune, on ne lui dit pas seulement tu rentres chez Essilor, on va lui dire tu fais un verre ophtalmique qui permet d'améliorer la vue. Mais le vrai truc, c'est qu'on lui dit tu rentres pour construire Essilor. Les grandes entreprises, le 21e siècle, va être, à mon avis, le siècle des très grandes entreprises mondiales. Alors, je ne veux pas dire des cathédrales, mais bon, il y a plein de cathos, des chrétiens, l'Europe est chrétienne, les gens comprennent. Je pense qu'on est en train de construire des cathédrales humaines. Hein. Et quand on dit à un jeune, vous rentrez non seulement pour avoir un métier, être champion du monde de votre métier, parce que si vous êtes essilorien, vous êtes champion du monde du verre ophtalmique, mais en plus, vous construisez une cathédrale humaine. Et ça, c'est ce qu'il faut dire. Et quand on commence à donner ces perspectives aux Français, les Français, ce sont les meilleurs, dans certains métiers, c'est les meilleurs combattants au monde. Et d'ailleurs, les Chinois viennent de faire un truc extraordinaire. Ils viennent de monter un classement mondial qui est... Ah ben ça, c'est une idée pour autre, tiens. Un classement mondial pour faire pièce au Fortune 500. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissez le Fortune 500. Je sais que c'est les Américains qui classent les meilleures sociétés du monde. Alors évidemment, ils ont collé un maximum de boîtes américaines. Les Chinois sont en train de grimper et donc ils veulent faire la pige aux Américains. Donc ils ont refait un classement. Ils ont fait un classement dans lequel les Américains, c'est les gros chiffres d'affaires et les gros résultats qui font le classement. Les Chinois, évidemment, font l'inverse et ils ont pris les résultats des entreprises sur 20 ans. Donc ils ont pris d'abord que des boîtes dont les PDG durent 15 ans. Si le PDG dure moins de 15 ans, il n'existe pas, hein, parce qu'il faut au moins 15-20 ans. Ensuite, ils ont pris des boîtes qui ont des bonnes parts de marché en Chine. Donc, si vous n'êtes pas leader en Chine, vous n'êtes pas dans le classement. Vous voyez, ça commence à trier. Après, bon, ils regardent la réputation des PDG. Donc, ils prennent toute la presse et ils font des classements. Hein. Et puis, ensuite, ils s'intéressent à l'intérêt, disons, sociétal du produit vendu. Hein, c'est plus facile quand on vend des verres que si on vend des armes. Alors, tenez-vous bien, le résultat est exceptionnel. Il y a 12 Français dans les 100 premiers. Alors, il se trouve que votre serviteur est 8e, donc premier français, et je ne le dis pas du tout pour moi, je le dis parce qu'il y a 12 boîtes françaises sur les 100. Or, la France, c'est 4% du PIB. Donc, la France a fait un tabac. Et bien, je vais vous dire, on a envoyé, il y a un seul journal français qui a mis un tout petit article. Et tout le reste, ça n'a même pas été médiatisé. Les Chinois sont stupéfaits. Moi, j'ai été reçu comme un roi, ils m'ont fait une fête. Il y a des articles dithyrambiques, et ils disent, mais Fontanet, comment se fait-il qu'il n'y ait pas un papier qui parle de ça, voilà. Mais le problème qu'on a, c'est que les médias, quand ça marche... Parce que la presse est libre, ce qui n'est quand même pas le cas en Chine. Donc elle est libre de cacher des trésors. Ben voilà. Alors là, je veux dire, on va y arriver. Donc on est libre de cacher un trésor. Et alors je vous conseille, si vous êtes intéressé par ces idées, d'acheter mon livre et vous commencez le livre par l'introduction, une histoire d'un article qui va absolument vous faire rire. Non, il faut aussi... Oui, je ne vais pas la dévoiler parce qu'il faut acheter le livre. Je ne dis pas ça pour crâner, hein. C'est pas du tout mon genre et je m'en moque complètement. Et je pense qu'on cache des trucs qui marchent bien. D'ailleurs, c'était l'intuition de haut au départ, là, quand j'ai lu votre papier là, du Figaro. C'est vrai, il y a des trucs qui marchent bien. Mais il faut pouvoir le dire sans crâner. Hein, voilà. Alors justement, un autre mot-clé, c'est l'humilité. Ça m'a beaucoup frappé dans ce que vous racontez du parcours d'Essilor, de votre parcours personnel. C'est qu'il y a à la fois la fierté de ce qu'on fait, mais aussi... Voilà, une manière de se mettre en rapport au monde. On parlera de la confiance parce que je pense que c'est le mécanisme concurrentiel d'Essilor, c'est la bonne ambiance, créer une bonne ambiance pour mettre les gens en confiance et les faire travailler. Mais l'humilité, parce que ce qui est très compliqué, si vous voulez, c'est que quand le leadership amène dans l'esprit humain un truc qui est l'arrogance. Et bon, vous savez que le péché originel, c'est le premier péché. Et l'arrogance, la jalousie, l'orgueil... Et c'est quelque chose qui tue, parce que quand vous devenez leader, vous risquez d'être orgueilleux. Et à partir du moment où vous êtes orgueilleux, vous n'apprenez plus, vous ne pouvez plus apprendre. Donc vous ne progressez plus, et surtout, vous ne voyez pas les dangers.
C'est-à-dire que quand quelqu'un commence à vous menacer parce qu'il commence à bien croire dans un créneau, vous oubliez que ça va mal. Et donc, il y a une malédiction du leader. Si vous prenez par exemple les grandes villes, bon, mais historiquement, la plus grande ville, ça a été Rome, puis ça a été Amsterdam, puis ça a été Londres, puis New York, aujourd'hui Shanghai, bientôt, je ne sais plus, peut-être Delhi. C'est très difficile de tenir le leadership. Si vous regardez les dynasties chinoises, elles ne durent jamais plus de 100 ans. Parce que vous avez un type exceptionnel qui monte la dynastie, les enfants c'est pas mal, et puis les petits-enfants en général c'est des catastrophes, et puis tout ça pourrit. Et du coup l'empire redébat. Et donc moi j'étais obsédé par le fait que le leadership crée l'arrogance, et l'arrogance on meurt. Et donc la grande règle chez Silor, c'est que l'humilité croît avec le carré de la part de marché. Hein, il faut que l'humilité vous avez aille mis plus ça vite. en équation. Et alors, en équation, et la bonne façon d'être... alors dès qu'on sent un peu d'arrogance dans la maison, moi j'envoie tout le monde chez les clients. La bonne technique, c'est de se faire engueuler. Alors, pour prendre une bonne rasade d'engueulade, c'est pas compliqué. On dit tout le monde va voir les clients, surtout les gros. On se prend des avoinés et ça remet tout le monde là. Le deuxième élément qui joue, ce sont les concurrents. Quand vous aimez bien vos concurrents, que vous avez de très bons concurrents, au fond, si vous voulez, Federer, pourquoi est-ce qu'il est bon? C'est parce qu'il a Nadal et Djokovic. Hein. Si Federer, qui est un type hyper doué, c'est mon avis le plus grand tennisman de tous les temps, s'il était resté tout le temps à balle, bon, il aurait été un très beau joueur et il aurait gagné tous les tournois. Bon. Et un jour, il a décidé de se payer Sampras. Alors, je vous conseille d'aller à la FNAC, je ne fais pas de pub, hein. Il y a un DVD dans lequel on a suivi Federer depuis qu'il est sorti de balle. Et on le voit affronter Sampras. Alors, le premier coup, il se prend une baigne monumentale. L'année d'après, il se prend une baigne monumentale. Et puis, la 4e année, il se paye Sampras. Et il faut regarder le regard de Sampras, qui a compris que son règne est passé, parce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Hein. Et ça, alors là, si vous voulez, il faut que tous les jeunes voient ça, parce que si vous voulez, c'est vous affronter aux concurrents qui fait que vous grandirez. Et il ne faut pas avoir peur, parce que je explique après en quoi, là où les Français sont bons, les métiers dans lesquels il faut qu'ils aillent. Voilà. Donc Alors, c'est l'humilité. Où les Français sont-ils spécifiquement bons? Parce que vous avez cité Napoléon, et puis cet individualisme bricoleur, improvisateur, qui n'est-ce pas le génie français? Voilà. Alors, enfin, le génie français, ça ne fait pas une bonne moyenne. Hein. Non. Attendez. C'est le contraire de l'esprit américain, où on vous demande sûrement pas d'être brillant, c'est même extrêmement suspect, mais d'être discipliné et d'assurer une performance standard. C'est le contraire de notre tempérament, en principe. Moi, je bénis le ciel tous les jours parce que je m'en suis jamais rendu compte, mais évidemment, avec nos affaires, on a connu des croissances énormes. Comme la France fait 4% du PIB mondial, quand vous prenez une affaire française que vous la mondialisez, on la multiplie par 25. Alors c'est pour ça d'ailleurs que les boîtes ont complètement explosé et que la France a été moins vite que ces grandes entreprises. C'est pour ça qu'on les diabolise, parce qu'ils ne les comprennent pas. Et donc merci de donner la parole et pour expliquer qu'on est des gens normaux. Bon, mais effectivement, on a vécu des choses étonnantes. Alors la grande chance que j'ai eue, et c'est là où je bénis le ciel, c'est que j'ai pendant 40 ans roulé la bosse, et disons depuis 20 ans, j'ai eu la chance de diriger des Américains, des Coréens, des Japonais, des Allemands et des Français. Bon, donc j'ai une petite idée. Et le français, il a un caractéristique absolu. C'est surtout avec les Japonais que j'ai appris ça. On a un caractéristique contradictoire, c'est qu'on a l'esprit très cartésien. Et ça, il faut rendre hommage à l'éducation. Je pense qu'aussi on est les enfants de Platon. Donc on a un très grand sens de l'abstraction et on est très bon à voir les traits derrière une situation. Les Japonais ne sont pas du tout pareils. Un Japonais, c'est un homme qui a le sens du détail. Il ne voit pas les grandes choses, il voit le détail. Et la raison, à mon avis, c'est l'écriture. C'est que l'écriture française, c'est une grammaire qui est une sorte de programme informatique. On a un programme dans notre langue et dans la façon dont on écrit. Alors qu'un japonais, les caractères japonais, c'est 70 000 caractères qui chacun veut dire un truc différent. Donc, en fait, on apprend au japonais le détail. Souvent, les caractères sont pareils, vous voyez. Alors ça fait une grande différence. Par exemple, quand je discutais avec mes amis de Nikon pour faire la JV, alors le père Fontaine est arrivé en disant, écoutez, c'est pas compliqué, on écrit ça, boum, 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 et puis on proposait un schéma de JV génial. Alors les gens de Nikon étaient éblouis, puis après ils disaient, ils disaient une semaine après en disant, monsieur Fontaine, votre truc c'est bien, mais dans ce cas-là ça marche pas, dans ce cas-là ça marche pas, dans ce cas-là ça marche pas. Ah oui, monsieur Enia, vous avez raison. Bon, pas compliqué, boum, 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 3, 4. Ils repartaient pendant un mois, et puis ils arrivaient un mois en disant, oui, votre construction elle est bien, mais elle marche pas là, elle marche pas là-bas. Et donc on est complètement différents. Ce qui fait que on reproche actuellement aux boîtes françaises de ne pas être comme les Allemands. Évidemment, on n'est pas comme les Allemands. Mais regardez les Français. Il y a leader mondial du pétrole, parce que Total, en fait, c'est la meilleure boîte pour trouver du pétrole.
Elle est plus petite parce qu'elle distribue moins, mais l'inventeur du pétrole, c'est Total, c'est un bijou. Bon, on cogne sur cette boîte, ça veut dire qu'on est complètement nul, parce que c'est une très très belle boîte. Donc moi, je suis indigné qu'on tape dessus. Bon, en plus, ça garde trop d'emplois en France, ce qui fait qu'elle perd du fric, et on l'accuse de ne pas payer des impôts. Ça, c'est complètement nul, et c'est même dangereux, parce qu'on est en train de ne pas expliquer ce qui se passe aux Français. Bon, regardez, la flotte, les 2 grandes boîtes françaises, leader mondial de la flotte. Travaux publics, regardez, Vinci, Bouygues, leaders mondiaux du travaux public. Essilor dans les verts, les avions, regardez ce qu'on fait avec les Allemands. On est assez doués. Donc on a des tas de leaders mondiaux. Alors qu'est-ce qui fait qu'on est doué? Dès que vous prenez un métier qui est mal défini, qui est en changement, qui est nouveau, comme la flotte, où il n'y a pas de règles, là le français gagne à tous les coups. Hein. Quand vous prenez un métier qui est bien défini, prenez une voiture par exemple, c'est des métiers qui demandent des très grandes précisions et qui demandent de la discipline. Ben là, vous avez toute la force allemande qui est en marche. Et je discutais avec le père Ghosn. Ghosn dit, c'est très très difficile les Français parce qu'ils n'obéissent pas. Et le Français désobéit pour montrer qu'il est intelligent. Hein. Alors, oui, ça c'est une grande spécialité. Quand vous êtes chez Essilor, vous avez un gros problème. Alors on amène les Français, les Américains, etc. On a un gros problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Le Français, c'est le premier qui va trouver à 9h30. Il dit, Fontanier, il y a ce truc-là qui ne va pas. Et il a mis le doigt sur tout ce qui ne va pas. Et il a fait sa journée. Il arrête de travailler, il est content. Là, il rentre travailler, vous voyez. Et alors à ce moment-là, les Japonais ne comprennent pas parce qu'eux, ils sont tous meilleurs. Ah bon, et les Américains, c'est pareil. Donc on a ce talent. Et donc, en fait, les 12 boîtes françaises que les Chinois, d'ailleurs, ont repérées comme les leaders mondiaux, hein, UA2, alors l'histoire, je vous raconterai, si j'avais le temps, ce serait extraordinaire, on est exactement là-dedans. On n'est pas comme les Allemands. Par contre, j'ai beaucoup travaillé avec les Allemands. Je pense par exemple que si on allie les Français et les Allemands, hein, que les Allemands chez Essilor, ils souffrent parce qu'ils disent Fontanet, il n'y a pas de discipline chez nous. Mais je dis écoutez, restez disciplinés parce qu'on a besoin de votre discipline pour faire avancer Essilor. Si on arrive à bien faire travailler les Allemands, je pense que c'est un couple qui intellectuellement est imbattable sur une base mondiale. Les Américains ne tiendront pas, même les Japonais, on peut les battre. Hein. Mais on le voit avec EADS quand même. Alors EADS, c'est un magnifique exemple, et en plus, c'est une gouvernance qui est très difficile, parce qu'il faut alterner, enfin, je mets la place des dirigeants de EADS, c'est absolument effrayant à mon avis. Ça veut dire qu'on est très doué, leader mondial, et ils sont, et évidemment, bon voilà. Donc voilà les Français. Alors les Français, si vous voulez, il faut avoir confiance en nous, il faut leur dire, alors c'est pas l'arrogance, mais il faut leur dire, il y a des tas de métiers dans lesquels on est très très bon, et il faut être fier de ces entreprises. Alors bien sûr, il y a eu 2-3 gars qui ont fait des bêtises il y a une dizaine d'années, mais la grande majorité des patrons, c'est complètement honnête, je vous assure. On n'est que des gars de terrain. On a passé notre temps dans les avions, alors qu'on fait croire qu'on est dans les grands restaurants avec des cigares. C'est complètement pipeau. Moi, je connais tous les Hagon, Franck, toute la bande Tricoire. On se rend compte que dans les avions à Shanghai, voilà. Donc on a donné de nous une mauvaise image. Et donc merci de nous donner l'occasion de commencer, je ne dis pas à rétablir la vérité, mais de mettre une petite lumière quelque part. Et puis bon, voilà. Merci une dernière beaucoup. question quand même. Pourquoi cette mauvaise image? Qu'est-ce qui, dans la culture française, nourrit à la fois cette méfiance de la réussite et en même temps cette jalousie ou ce ricanement vis-à-vis de la figure du patron? Alors je vous dis, il faut tous vous lire le livre, hein, parce qu'en fait j'ai beaucoup réfléchi. Alors écoutez, vous ne compliquez pas la vie, il va être en livre de poche, parce qu'il était à 17,50 €. Alors je me suis rendu compte que c'est très cher, ça, quand même. C'est très cher. Alors oui, attendez, alors vous voyez, on rentre tout de suite déjà. Vous avez vu, on a cassé le prix, donc la qualité n'a plus de valeur. Et un des éléments qui casse en France, c'est qu'il y a la tyrannie du prix sous une prétendue tyrannie du pouvoir d'achat qui empêche des stratégies à l'allemande et à la Suisse de qualité. Vous voyez. Donc là, je viens de vous prendre... Oui, enfin, ça ne vaut pas pour le livre, parce que le prix unique du livre, ça, c'était quand même c'est une le chose sujet. intéressante. Donc toujours, le français, on va dire, c'est trop cher. Non, les Suisses, on n'a pas les je moyens... plaisantais. On plaisantait. On n'a pas les moyens de... Alors, si vous voulez, je pense qu'une des raisons, c'est une raison historique. Il faut aller la chercher très lointain, il faut aller chercher dans la Révolution. Je pense qu'on a 2 parents qui nous font un mal fou. Et je crois qu'il faut que les Français fassent leur psychanalyse. Et donc, ça va prendre 30 ou 40 ans. On a 2 parents. On a d'abord, on vient quand même du roi Louis XIV, l'État c'est moi. Hein. Et Colbert, le colbertisme est un élément qui est catastrophique, puisqu'on a appris aux Français qu'il est incapable de prendre ses responsabilités. C'est l'État qui fait tout. L'État, c'est moi, Colbert. Et on va dire que la droite est colbertiste. Hein. Bon, je ne fais pas de campagne électorale, ce n'est pas mon boulot, mais la droite est colbertiste. Bon. Et ça, le Français, on ne peut pas lui permettre de faire des initiatives. C'est forcément l'État qui doit tout faire. Donc il pique un max d'impôts, ce qui tue la motivation, pour faire les choses lui-même, et il le fait mal parce que l'économie est trop compliquée. Le deuxième parent qui nous a fait beaucoup de mal, c'est Jean-Jacques Rousseau. Je ne sais pas qui a lu La Gare des Michards. Vous avez tous lu La Gare des Michards. Bon, on n'a pas eu le choix. Vous savez quel est le texte le plus lu de La Gare des Michards? Quand vous ouvrez,
c'est le texte de Rousseau. C'est le texte sur la propriété qui dit la propriété, ça monte les gens les uns contre les autres. Donc il faut enlever la frontière, etc. Que de gens a-t-on tué à cause de la propriété? Bon, Rousseau, c'est l'inventeur du communisme. Bon, donc on a chez nous, même s'il a vécu longtemps en Suisse, on a chez nous, en fait, deux gens qui nous font beaucoup de dégâts dans notre mentalité. On a une droite colbertiste qui ne nous fait pas confiance. La droite pense qu'on est incapable de gérer nos boîtes. Et comme on a réussi, il ne faut surtout pas le dire, parce que ça changerait le schéma. Et puis alors la gauche pense que c'est l'égalitarisme qui va régler le problème. Le problème, tout le monde égal. Donc il faut piquer dans la poche des uns pour mettre dans la poche des autres. Et ça, c'est la conception. Donc les pauvres boîtes, quand on a un gouvernement de droite, on est des nuls parce qu'on ne sait rien faire. Et donc, non, on a fait du mal quand même. On tape sur les boîtes. Regardez ce qui s'est passé quand même avec tous les impôts et tout. Bon. Et puis deuxièmement, on tombe sur la gauche. Alors les boîtes françaises, on a réussi à s'échapper finalement. Et on revient pour donner des conseils. Bon, alors on ne veut pas être arrogant non plus parce qu'on a vu le monde quand même. On sait les systèmes, c'est les systèmes de confiance qui marchent. C'est quand on fait confiance aux gens et c'est les systèmes de stratégie d'accueil. Pour que ça tourne, il faut que le pays devienne accueillant. Alors accueillant, ça veut dire les impôts restent raisonnables, ce n'est pas un enfer fiscal, ce n'est pas un paradis, c'est des impôts raisonnables. On commence à aller vers l'enfer fiscal, il faut être assez clair. Il faut des syndicats qui comprennent, des syndicats sympas, il faut des journalistes qui comprennent. Parce que c'est très difficile. Sans journalistes, si vous voulez, je suis pour que les journalistes nous écrivent un code de déontologie. Je voudrais, alors Aude, voilà une belle idée à lancer. Il faudrait faire des conférences, vous mettez les journalistes dans la salle, vous les mettez dans un grand truc, et il faut leur faire pondre, alors tout compris, radio, télé, il faudrait faire pondre un code de déontologie. La déontologie, ce n'est pas de la morale. La déontologie, c'est des règles qu'un métier se donne, et on fait un pacte avec les Français, parce que sans, à mon avis, un système de déontologie au niveau des médias, on ne pourra pas créer un climat de confiance. Et donc, je pense que chacun y a sa part, les entreprises d'État et les journalistes, mais comme j'ai un des plus prestigieux en face de moi, il faudrait que vous fassiez travailler, Christine, vos collègues, il faut écrire un beau code, il faut faire en 3-4 pages, un code de déontologie, en disant Vous savez pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'il y en a eu un sous Vichy, donc ce n'est pas un bon souvenir. Il faut le réécrire, évidemment. Certes. Et c'est pas la bonne raison, c'est pas une Bruno raison. Frappa, l'ancien directeur de la Croix, a dirigé un groupe de travail dans le cadre de la réforme de la presse, etc. Évidemment, tous mes chers confrères ne se sont jamais entendus. Je vais vous aider à le faire. Proposez-moi, je vais être une personne neutre. C'est un sujet compliqué, mais sur l'intention, je vous rejoins. Je pense, parce qu'il y a des pays qui ont fait des... Je pense que, si vous voulez, on n'arrivera pas à créer la pêche dans le pays si... parce que les journalistes, vous avez une puissance absolument colossale, et cette puissance vous donne une responsabilité. C'est-à-dire que sans un code déontologie des médias, c'est très facile. Le français, c'est facile de gérer la jalousie, on le sait très bien. Et donc, il faut vraiment que les médias ne créent pas tous leurs interviews sur monter les gens les uns contre les autres. Il y a toute une... Alors, non, je ne donne pas des leçons, je suis pas là. Mais écoutez, on va faire un code de déontologie avec Aude et Christine. Voilà, c'est bien parti. Merci Xavier, merci Christine. Jonathan. Alors moi, je ne suis pas journaliste, je suis entrepreneur, donc je vais me permettre de vous poser les 3 dernières questions sans code de déontologie, et je vais essayer de... Donc, 3 questions, tac au tac. Vous répondez, vous essayez de faire des réponses courtes. Alors Xavier, vous avez une vie passionnante en tant que chef d'entreprise, on vient de l'écouter. Mais est-ce qu'il y a un autre métier que vous auriez rêvé exercer? Il est sympa parce que en fait c'est mon client. Non, maintenant ce que je rêve, je suis votre client, je suis votre testeur. De faire des cours de stratégie. C'est pas très déontologique. Non, mon rêve c'est d'être prof, si vous voulez. Parce que finalement, quand vous dirigez une grande entreprise, on devient très vite un prof. C'est-à-dire que quand l'entreprise devient trop grande, et nous on est arrivé à 50 000, donc on avait 250 sociétés, le type de management doit changer. Et en fait, je suis devenu prof. Alors mon rêve maintenant, mais sans arrogance du tout, c'est de passer tout mon savoir-faire de stratégie aux jeunes. Alors, le premier rêve, c'est... Et je commence, d'ailleurs, Jonathan, c'est un de mes clients. J'ai 125 clients. Un de vos élèves. On se voit la semaine prochaine. Et donc, on va s'enfermer 2 jours. Et en 2 jours, je vais faire un cours de stratégie. Alors, la deuxième idée que j'ai, c'est de le faire à l'école. Parce que j'ai acheté tous les livres de classe. Alors, je sais qu'il y a eu des progrès. Mais alors, pour dézinguer les gosses, il suffit de lire les livres de classe. Donc, je vais leur... si ça passe, donc voilà, mon rêve. Et alors, merci à Jonathan, puisque c'est un des premiers clients. D'ailleurs, il sera sponsor du cours, parce que je mettrai ça Nova Post, exactement. Alors, je m'attendais à cette réponse, Xavier, et je voulais vous demander du coup, est-ce que vous pensez qu'on peut apprendre à oser? Non, je pense qu'il faut sauter. En fait, le vrai truc qui se passe, c'est qu'on a tous un génie. Donc Jonathan a un génie, comme Christine a un génie, comme Aude a un génie. Et en fait, le génie, il se développe dans la prise de responsabilité. J'ai pas assez parlé de confiance. Et donc, la prise de responsabilité, c'est plonger, c'est oser. Quand vous dites oser,
c'est que vous prenez un risque. C'est-à-dire que pour apprendre, il faut réussir ou rater. Hein. Et donc, oser, c'est accepter de se mettre à risque avec la possibilité de réussir et celle de rater. Et on apprend, parce que quand on rate, on apprend de son erreur et on progresse, et quand on réussit, on prend confiance. Donc la seule façon d'avancer, c'est d'oser. Pour ça, Claude, je trouve votre thème, il est excellent. Alors en fait, c'est dire, Jonathan, vous êtes génial, et vous avez plongé avec votre boîte, le fait même que vous avez pris un risque, et vous pouvez tout perdre, c'est ça qui va vous faire grandir. Voilà. Et donc il faut encourager, mais ça, attention, Aude, le truc important, c'est qu'il faut dire aux gens qu'ils ont un génie, et il faut oser dans le domaine où on est génial. Hein? Oser pour oser et partir dans le mur, c'est catastrophique. Donc il y a une énorme réflexion sur son don. Et je pense que dans les sociétés, même mon mode de management, ça a toujours été de chercher à trouver le génie dans chacun. On a tous des visages différents, parce qu'on a tous un génie différent. Et donc il faut que chacun aille, Christine a le génie de l'interview, bon, vous savez organiser des séances, et donc il faut trouver le truc sur lequel on est bon. Voilà. J'ai une dernière question. Pardon ? J'ai une dernière question. Ce forum se veut apolitique, donc les politiques n'ont pas la parole, mais je ne peux m'empêcher de vous poser cette dernière question. Notre prochain président de la République sera vert, progressiste ou myope? Multifocal. Non, de toute façon, je vais vous dire, il aura des progressifs. Ouais, merci on va beaucoup lui vendre Xavier des Fontanier. progressifs parce qu'il sera forcément presbyte et on va s'occuper d'améliorer sa vision avec des vers sublimes. Voilà. Merci beaucoup Xavier.